Hey, que la paix soit sur toi. Je m'appelle Selma et j'aide les femmes mariées qui souffrent en silence, celles qui aiment leur mari mais qui se sentent seules, celles qui portent la relation seules, celles qui tournent en boucle sans comprendre pourquoi. Ce que tu vis a un nom et une solution. Dans chaque épisode de Souveraine, on va comprendre ensemble la dynamique anxieux-évitant, stabiliser ton système nerveux et te redonner ta place, ta vraie place dans ton mariage. Sans manipulation, sans supplication, avec souveraineté. Tu n'es pas folle, tu es activée et tu es exactement là où tu dois être. Bienvenue dans Souveraine by Selma. Alors, si tu arrives directement ici sans avoir écouté l'épisode 1, je te recommande vraiment de commencer par là. Non pas parce que c'est une règle, mais parce que les fondations qu'on a posées vont te permettre de mieux digérer ce qu'on explore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on rentre dans quelque chose de délicat. On va parler de lui, on va parler de ton mari, de l'évitant. Et je vais être très claire dès le départ sur quelque chose d'essentiel. Une règle que j'instaure directement quand j'accompagne, quand je parle, dans mes contenus, partout. C'est vraiment mon mantra. Comprendre l'évitement, comprendre l'évitant, ce n'est pas l'excuser. D'accord ? Comprendre l'évitant, ce n'est pas l'excuser. Ok ? Ce n'est pas une invitation à accepter l'inacceptable. Ce n'est pas avoir de l'empathie pour celui qui te fait souffrir. Certaines l'appellent même pour leur bourreau. Ce n'est pas non plus minimiser ce que tu vis. D'accord ? Comprendre l'évitant, c'est sortir, comprendre l'évitant, c'est sortir de la confusion. D'accord ? C'est sortir de la confusion. C'est quelque chose pour toi. D'accord ? C'est arrêter de te demander pourquoi il fait ça à chaque silence, chaque retrait, chaque fermeture. C'est cesser de prendre personnellement ce qui n'est profondément pas dirigé contre toi. Alors moi, je te parle avec des faits, d'accord ? Avec la recherche, avec des données, avec la science finalement, d'accord ? Et cette distinction, ce qui est personnel et ce qui ne l'est pas, elle peut te sauver énormément d'énergie émotionnelle, énormément de larmes, énormément de spirales mentales à 2 heures du matin. Alors on va y aller, du coup, reste avec moi. Première idée reçue que je vais déconstruire, l'évitant n'est pas un homme sans émotion. Ok, l'évitant ne ressent rien, l'évitant se fiche de toi, l'évitant est froid. Alors ça, c'est faux et c'est profondément faux. Et cette idée fausse est l'une des sources les plus importantes de ta souffrance. Je le sais, je l'ai vécu. Je pensais qu'il n'avait pas, je pensais que mon évitant n'avait pas de sentiments, n'avait pas d'émotions. D'ailleurs, en mon fort intérieur, je l'appelais l'armoire à glace. D'accord ? Alors, l'évitant ressent. D'ailleurs, il ressent parfois très intensément, mais sa relation aux émotions est radicalement différente de la tienne. Ok ? Là où toi, en tant que personne anxieuse, tu ressens et tu exprimes, tu as besoin que l'émotion sorte, tu as besoin de la décortiquer, tu as besoin d'en parler, que tu la traites avec quelqu'un, lui a appris à faire quelque chose de différent. Il ressent et il coupe. Il met ça dans une boîte, il ferme la boîte, il continue. D'accord ? C'est pas de la froideur, c'est un mécanisme de protection, appris souvent très tôt dans une enfance où les émotions n'étaient pas les bienvenues, où montrer de la vulnérabilité avait un coût, où l'indépendance émotionnelle était valorisée, implicitement ou explicitement. C'est très important de retenir ça. Un enfant évitant est souvent un enfant à qui on a dit, pas nécessairement avec des mots, tu sais, que ses émotions étaient de trop, que pleurer c'était être faible, que demander de l'aide, c'était un fardeau, que la meilleure façon d'être aimé était d'être autonome, silencieux, sans besoin apparent. D'accord ? Cet enfant, il a survécu. Il a développé des ressources réelles, l'indépendance, l'efficacité, la capacité à gérer seul. Mais il a aussi développé un déficit, un grand déficit. Il ne sait pas vraiment comment recevoir la connexion émotionnelle. Il n'a pas les outils. Il ne sait pas comment la donner de la façon dont toi, tu en as besoin. Ok ? Et maintenant, c'est un adulte, dans votre mariage, quand tu lui présentes une demande de connexion, même une demande tout à fait normale, tout à fait légitime, son système déclenche une alarme. Pas la même que la tienne. La sienne, elle dit danger, intensité, pression. Je risque de me perdre. Alors il se retire. Et pas pour te punir, c'est important de retenir ça, mais pour survivre à sa façon. D'accord ? On va rentrer un peu plus dans le détail, parce que je veux que tu comprennes concrètement ce qui se passe dans sa perception. Tu viens vers lui avec un besoin. Disons que tu veux lui parler de quelque chose qui te pèse, une inquiétude, une tension, quelque chose que tu ressens depuis quelques jours. Dans ta tête à toi, tu fais quelque chose de tout à fait raisonnable. Tu t'ouvres à ton mari, tu cherches la connexion,
Tu veux qu'il soit là pour toi. C'est normal. Dans sa perception à lui, voilà ce qui se passe la plupart du temps. Il va voir une femme chargée émotionnellement. Alors ça aussi, il va pas le formaliser. Hein. Il va pas dire dans sa tête, oh là là, elle arrive chargée émotionnellement. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas conscient. Il perçoit une attente implicite qu'il soit là d'une certaine façon, qu'il réponde d'une certaine façon, qu'il gère quelque chose pour toi. Et quelque chose dans son système à lui dit, je ne sais pas comment faire ça. Et si je ne le fais pas bien, il va y avoir de la déception. Et la déception, moi, je ne sais pas la gérer. Alors, avant même que la conversation commence, il se ferme, partiellement ou totalement. Il répond par monosyllabe. Il va regarder ailleurs, changer de sujet. Peut-être même être parfois méprisant, tu sais, de l'humour. Il va s'échapper par l'humour. Il va avoir un peu de dédain, tu vois. Ça peut arriver. Hein. Dans certains profils, on va trouver du dédain, d'accord? Alors, même si c'est une attitude qu'il va adopter, d'accord, face à ta demande, c'est pas du mépris pour ce que tu vis. C'est une arme, c'est de l'impuissance face à quelque chose qu'il ne sait pas gérer. Finalement, c'est pas le bon mot, une arme, c'est plutôt un bouclier. C'est un bouclier, c'est de l'impuissance face à quelque chose qu'il ne sait pas gérer. D'accord? C'est une protection. Il y a un mot pour ce que beaucoup d'évitants vivent. Alors, il est un peu difficile à prononcer. J'espère que je vais bien le prononcer. C'est l'alexithymie. L'alexithymie. C'est la difficulté à identifier et à nommer ses propres émotions. Et voici ce qui est important à comprendre. L'alexithymique n'est souvent pas conscient de ce problème, d'accord? Pour lui, tout va bien. Il fait ce qu'il faut. Il ne comprend pas pourquoi tu compliques les choses. Il est dans un déni complet, d'accord? Et c'est même pas un déni... en général, le déni est inconscient. Il ne comprend pas pourquoi tu compliques les choses. Certains évitants ne savent littéralement pas ce qu'ils ressentent à un moment donné, véritablement. Si tu leur poses la question, qu'est-ce que tu ressens? Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas te répondre, c'est qu'ils n'ont pas la réponse. Leur monde intérieur émotionnel est souvent opaque pour eux-mêmes. Imagine une seconde ce que c'est. Voilà, je vais te donner un exemple. On te demande de te connecter à quelque chose à laquelle tu n'as pas accès. Ce que tu ferais probablement, c'est te sentir mal à l'aise et chercher à t'éloigner de cette situation inconfortable. Eh bien, c'est tout simplement ce qu'il fait. D'accord? Voici aussi quelque chose qui peut te sembler paradoxal et qui pourtant est vrai pour beaucoup d'évitants. L'évitant a souvent un besoin profond de connexion, parfois aussi profond que le tien. Mais sa façon d'y accéder et la façon dont il l'exprime est si différente de la tienne que tu peux ne l'avoir jamais vue. L'évitant se connecte souvent par les actes, pas par les mots. Il répare quelque chose dans la maison parce qu'il t'aime. Il gère une situation difficile sans te demander de le faire parce qu'il te protège. Il est physiquement là, même en silence, parce que pour lui, être là, c'est déjà quelque chose. Pour lui, être là, c'est déjà quelque chose. D'accord? Ces langages d'amour, si on reprend le cadre des 5 langages amoureux, sont réels. D'accord? Ils ne remplaceront peut-être pas ce dont tu as besoin, mais les ignorer ou les interpréter comme une absence d'amour, c'est se priver quand même d'une information assez importante. D'accord? Il y a aussi ce qu'on appelle l'effet élastique. Dans une dynamique évitante, il y a souvent un mouvement de va-et-vient, tu vois. Ça, tu l'as vécu, hein. L'évitant se retire, puis il revient. Il se retire, puis revient. Et ça arrive aussi dans le mariage. Hein. Ces moments de retour, un toucher inattendu, une blague partagée, une soirée où il est étonnamment présent, c'est pas des accidents. Ce sont des moments où son besoin de connexion prend le dessus sur sa peur, tu vois. Je suis touchée quand je parle de ça parce que là tout de suite j'ai des flashbacks qui sont en train d'arriver là. Alors le problème c'est que si à chaque fois qu'il se rapproche, tu reçois ça avec une intensité, enfin tu es là, j'attendais ça, parlons de ce qui va pas, tu sautes sur l'occasion pour parler, pour décortiquer, pour lui déverser ce que tu as à dire. Je ne dis pas que c'est pas légitime, hein, mais c'est juste que lui, ce qui va se passer, c'est qu'il va repartir aussitôt. Parce que son retour, il était timide, il était fragile. Et là, ton intensité l'a submergé. D'accord? Apprendre à accueillir ces retours avec chaleur, sans les charger de tout ce qui n'a pas été dit, c'est une compétence. Ce n'est pas de la capitulation. C'est une vraie compétence. Ça s'apprend. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu t'abaisses, tu te rabaisses, tu te réduis,
C'est juste une compétence que tu apprends, un langage, une manière de faire pour le lien, parce que tu estimes que ça vaut le coup pour toi. D'accord ? On va parler du silence, parce que le silence de l'évitant, c'est souvent ce qui fait le plus de dégâts. Je sais encore une fois de quoi je parle. Quand il se tait pendant toute la journée, plusieurs jours, j'ai eu des accompagnés, on parle de plusieurs semaines. Quand il répond par ça va à toutes tes questions, quand il est physiquement là, mais émotionnellement absent, quand il y a une tension dans l'air et qu'il fait comme si elle n'existait pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans ta lecture à toi, dans ta lecture anxieuse, le silence dit je ne compte pas, tu ne comptes pas. Le silence dit je m'en fiche de toi. Pour moi, par exemple, je l'interprétais comme une punition, tu vois, comme s'il me retirait son amour exprès. Et ça, on en parlera plus tard. Pour moi, le silence, c'était une punition, tu vois. Sauf que dans sa réalité à lui, le silence, c'était quelque chose de très différent. Le silence dit « je suis submergé, je ne sais pas comment en parler ». Et parfois, il dit, ça c'était dans mon cas, parfois il dit « si j'ouvre la bouche, ça va dégénérer, je préfère ne rien dire ». Et parfois, il dit « je traite quelque chose intérieurement et j'ai besoin de temps ». Tu vois. Ça aussi, c'était son cas. Et parfois, il dit je n'ai pas les mots. C'était aussi le cas de mon évitant. Ce ne sont pas des silences de mépris. Très souvent, c'est des silences de protection. Soit il se protège lui, soit il te protège toi. Alors, quand je t'explique ça, je ne te dis pas que c'est acceptable de laisser une situation importante non dite pendant des semaines. Ce n'est pas acceptable. D'accord ? Et on parlera de communication dans un épisode dédié. Mais ce que je veux que tu distingues, c'est ça. C'est le silence de l'évitant n'est presque jamais un message clair. D'ailleurs, leur spécialité, c'est le fait de ne pas être clair. C'est une absence de message. D'accord ? C'est interpréter une absence comme un message négatif. C'est ton anxiété d'attachement qui parle, pas la réalité. D'accord ? La prochaine fois qu'il se tait, j'aimerais bien que tu essaies ça. Au lieu de te demander qu'est-ce que ça veut dire, demande-toi est-ce que je suis en train de remplir son silence avec mes peurs, avec mes interprétations, avec mes scénarios et souvent la réponse c'est oui. D'accord ? Alors, là, je vais aborder une partie dans laquelle je vais être un peu directe. Comprendre l'évitant sans en tirer des implications concrètes, c'est comprendre pour rien. D'accord ? Comprendre l'évitant sans en tirer des implications concrètes, c'est comprendre pour rien. Ça sert à rien en gros, tu vois. Alors voilà ce que tu dois arrêter de faire. Arrêter de le poursuivre dans ses retraites. Alors je sais que c'est compliqué, c'est très compliqué. J'entends, je comprends vraiment. C'est quelque chose que j'entends, que je comprends. Mais moi, j'essaye de t'apporter des solutions concrètes. Donc, ce que tu peux arrêter d'essayer de faire, c'est arrête de le poursuivre dans ses retraites. D'accord ? Quand il se ferme, quand il se retire dans le silence ou dans la distance, il a besoin de cet espace pour se réguler et revenir. En fait, c'est comme toi. Quand tu as besoin de parler, mais t'aimerais pas qu'on te dise bon allez hop, c'est bon là, faut que tu la fermes, faut que tu te taises, j'en peux plus là. D'accord ? Tu as besoin de sortir, tu as besoin d'évacuer, OK ? Lui, il a besoin de se réguler de cette manière. Okay ? Donc quand il se ferme, quand il se retire dans le silence ou dans la distance, il a besoin de cet espace pour se réguler avant de revenir. Chaque fois que tu le suis dans cet espace, que tu continues à parler, à poser des questions, chercher le contact, chercher à décortiquer, tu allonges son temps de retraite. Tu ne lui donnes pas ce dont il a besoin. Tu vois ? Tu confirmes que la connexion avec toi est associée à de la pression. Tu vois ? Ensuite, arrête de lui demander de nommer ses émotions pendant les moments de tension. D'ailleurs, on en parlera plus tard, mais même en dehors de ça, quand l'évitant n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Tu ne peux pas le forcer à être prêt. D'accord ? Arrête avec tes qu'est-ce que tu ressens dans un conflit pour un évitant, ou t'en penses quoi, ou tu dis quoi toi, ou dis-moi qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, tu penses à quoi, tu te sens comment. En fait, dans un conflit pour un évitant, c'est comme demander à quelqu'un de nager quand il est en train de se noyer alors qu'il ne sait pas nager, tu vois. En fait, c'est pas le bon moment, ça fait que augmenter l'inconfort. Ok ? Arrête aussi de traduire son comportement comme un message sur ta valeur. Son retrait, c'est pas un jugement sur toi en fait. C'est une réaction à son propre état intérieur. Ça n'a vraiment rien à voir avec toi, c'est pas personnel. Et tu sais, quand j'ai compris ça, j'ai compris beaucoup de choses. Tu vois, j'ai compris énormément de choses. Ça veut rien dire sur moi. Ça veut dire quelque chose sur lui et pas sur moi. D'accord ? Maintenant, voilà ce que tu peux faire à la place.
Quand il se retire, tu le laisses en fait. Tu vois, tu le laisses. Mais vraiment, hein, pas de façon passive-agressive. Pas avec une froideur ostentatoire en mode pour lui montrer que ça te blesse. Non, tu le laisses pour de vrai, avec légèreté. Continue ta vie en fait, à être présente pour toi-même. Laisse l'espace sans le remplir. C'est pas obligé en fait, tu n'es pas obligé de remplir l'espace. Tu le laisses tranquille dans sa grotte, peinard, il fait sa vie et toi fais ta vie à côté, tu vois. Euh, euh, Kiffe ta life en fait, kiffe ta life. Et fais-le avec légèreté. Ne cherche pas à lui montrer quelque chose. Sois toi, pleinement toi, d'accord. N'envoie aucun message par ton comportement. Continue à être aimante puisque tu l'aimes, d'accord, sans l'étouffer de cet amour, entre guillemets. Je prends des pincettes en disant ça. Ensuite, crée des moments de connexion à faible pression. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être une activité partagée sans intention, en fait. Ne mets pas une intention derrière. Ne te dis pas, ouais, je vais faire ce dîner, on va regarder ce film. Ça marche pas, en fait, ça sert à rien. Avec l'intention de lui tirer les verres du nez, ou ça sert à rien du tout. Ça marche pas, d'accord. Vraiment une activité partagée sans intention, un film, une balade, un repas sans grande conversation. Euh, les évitants se connectent souvent plus facilement dans ces contextes parce que la connexion n'est pas le but ultime de la situation. Tu vois, c'est le moment partagé. Il parle beaucoup de partage. L'évitant vit beaucoup sur le partage. Donc, la présence pour lui, c'est un partage. Le fait d'être là, il partage. C'est pas le moment de déverser ta charge émotionnelle et de sortir les grandes conversations. C'est pas comme ça. Mais je vais te dire comment faire plus tard. Voilà, à quel moment et comment faire comment dire, pour connecter sans le faire fuir finalement. D'accord. Accueille ses façons à lui d'exprimer la connexion, même si elles ne ressemblent pas à ce que tu veux. Voir ses gestes, les recevoir, les nommer pour toi-même, tu vois. Dire, ah là, il est en train d'exprimer quelque chose. Ça change quelque chose dans ta façon de vivre la relation. Par exemple, quand il fait quelque chose dans la maison, je sais pas moi, te soulager à un certain niveau, participer dans des tâches pour te soulager, etc. Eh bien, vois-le véritablement et nomme-les à l'intérieur de toi, tu vois. Dis-toi, tiens, il vient de faire ça. C'est plutôt cool, d'accord. Alors, j'ai un petit exercice pour toi cette semaine. Prends un carnet ou une note sur ton téléphone et pendant 7 jours, bon, ça peut être 7 jours, 10 jours, il fallait donner un chiffre. Donc pendant 7 jours, note les moments où ton mari exprime quelque chose, pas nécessairement de la façon dont tu en as besoin, mais quelque chose, un geste, une attention, une présence physique. Là, récemment, j'ai une accompagnée qui m'a dit, il m'a envoyé un message, il a vu ma barrette dans sa chambre et il m'a envoyé un message et ça m'a touchée. Voilà, toi, ça peut être quelque chose comme ça. Tu vois, il a vu sa barrette, il l'a prise en photo, et il lui en a parlé. Il lui a dit, ouais, ta barrette, machin, tu vois. Donc, ça veut dire beaucoup chez eux, tu vois. Ça veut dire beaucoup chez ton évitant. Donc, pendant 7 jours, note les moments où ton mari exprime quelque chose. Pas nécessairement de la façon dont tu en as besoin, mais quelque chose. Un geste, une attention, une présence physique. Quelque chose qui traduit dans son langage à lui pourrait être de l'amour ou de la connexion. D'accord ? Quelque chose qui traduit dans son langage à lui qui pourrait être de l'amour ou de la connexion. D'accord ? Pas pour minimiser ce qui manque. Le but, c'est pas de minimiser ce qui te manque. Pas pour te convaincre que tout va bien. C'est pas ça l'objectif, c'est pas ça l'intention. Juste pour entraîner ton regard à voir ce qui est là en plus de ce qui est absent. Je sais pas si tu vois l'intérêt finalement. Au bout de 7 jours, tu lis tes notes et demande-toi, qu'est-ce que je voyais avant ? Et là maintenant, qu'est-ce que je vois ? Ok ? On a fini. Dans cet épisode, tu as reçu quelque chose d'important. Tu as commencé à comprendre la mécanique intérieure de l'évitant, non pas pour l'excuser, mais pour sortir de ta lecture personnelle de son comportement. Pour commencer à distinguer ce qui est lui et ce qui est toi. Pour cesser de prendre sur toi des silences qui ne te sont pas adressés. Alors je sais que c'est vraiment, ça peut te paraître paradoxal parce qu'on vit ensemble. Il est silencieux vis-à-vis de moi. Donc c'est contre moi. Non, c'est pas contre toi.
Ça ne parle pas de toi. C'est vraiment pas dirigé, c'est pas personnel. D'accord? Cette distinction, ce n'est pas contre moi, c'est sa mécanique et l'une des choses les plus libératrices que tu puisses intégrer. Ce n'est pas contre moi, c'est sa mécanique. C'est l'une des choses les plus libératrices que tu puisses intégrer. Dans le prochain épisode, on va parler de toi, de la posture, de ce qu'est une femme souveraine et comment l'incarner concrètement. Pas comme une performance, mais comme un retour à toi-même. Pas comme ça peut être vendu sur Internet. La femme fatale qui va faire ci, qui va faire comme ça et qui va le manipuler. Ça marchera pas de toute façon. Essayer de manipuler en évitant, ça, tu y perdras des plumes. Et de toute façon, essayer de manipuler qui que ce soit, en soi, bah, c'est nul. C'est pas du tout intéressant. Moi, ce dont je vais te parler dans le prochain épisode, c'est de toi, de la posture, de ce que c'est qu'une femme souveraine et comment l'incarner concrètement, pas comme une performance, mais comme un retour à toi-même. C'est l'épisode que certaines femmes m'ont dit qui leur a changé finalement leur façon d'être dans leur mariage. Et j'espère que tu seras là.